Les trappeurs de l'Arkansas, un roman de Gustave Aimard. Partie 1, chapitre 5. Les Comanches. Le cœur loyal et belle humeur, caché au milieu des branches touffues du chêne-liège, observait les Comanches. Les Indiens comptaient sur la vigilance de leurs sentinelles. Loin de soupçonner que leurs ennemis se trouvaient si près d'eux et observaient leurs moindres mouvements. Accroupis ou couchés autour des feux, ils mangeaient ou fumaient insoucieusement. Ces sauvages, au nombre de 25 à peu près, étaient parés de leurs robes de bison et peints de la manière la plus variée et la plus fantastique. La plupart avaient la figure tout entière avec du cinabre, d'autres étaient tout à fait noirs, avec une longue raie blanche sur chaque joue. Ils portaient sur le dos leurs boucliers, leurs arcs et leurs flèches, et près d'eux leurs fusils. Du reste, au grand nombre de queues de loup attachées à leurs moccasins et qui traînaient par terre derrière eux, il était facile de reconnaître que tous étaient des guerriers d'élite, renommés dans leur tribu. À quelques pas, la tête d'aigle se tenait immobile contre un arbre. Les bras croisés sur la poitrine, mais le corps légèrement penché en avant, il semblait prêter l'oreille à des bruits vagues, perceptibles pour lui seul. La tête d'aigle était un Indien Osage. Tout jeune, les Comanches l'avaient adopté, mais toujours il avait conservé le costume et les mœurs de sa nation. C'était un homme de 28 ans au plus, sa taille atteignait presque 6 pieds. Ses membres gros et sur lesquels saillaient des muscles énormes dénotaient une rare vigueur. Contrairement à ses compagnons, il ne portait qu'une couverture attachée autour des reins, de manière à laisser son buste et ses bras nus. L'expression de son visage était belle et remplie de noblesse. Ses yeux noirs et vifs, rapprochés de son nez busqué, sa bouche un peu grande, lui donnaient une lointaine ressemblance avec un oiseau de proie. Il avait les cheveux rasés, à l'exception d'une raie sur le milieu de la tête, qui faisait l'effet du cimier d'un casque, et d'une longue mèche à scalper qui tombait par derrière et dans laquelle était fichée une touffe de plumes d'aigle. Il avait le visage peint de 4 couleurs différentes, bleu, blanc, noir et rouge. Les blessures faites par lui à ses ennemis étaient dessinées en bleu sur sa poitrine nue. Des moccasins en peau de daim, non tannés, lui montaient jusqu'au-dessus des genoux, et de nombreuses queues de loup étaient attachées à ses talons. Heureusement pour les chasseurs, les Indiens étaient sur le sentier de la guerre et n'avaient pas de chiens avec eux. Sans cela, ils auraient été éventés depuis longtemps, et n'auraient pu s'approcher ainsi du camp, sans être découverts. Malgré son immobilité de statue, l'œil du chef étincelait, ses narines se gonflaient. Il leva machinalement la main droite comme pour imposer silence à ses guerriers. « Nous sommes éventés », murmura Cœur Loyal, d'une voix si basse que son compagnon l'entendit à peine. « Que faire ?» répondit Belle Humeur. « Agir », dit laconiquement le trappeur. Tous deux alors se glissèrent silencieusement de branche en branche, d'arbre en arbre, sans mettre pied à terre jusqu'au côté opposé du camp, juste au-dessus de l'endroit où les chevaux des Comanches paissaient entravés. Belle Humeur descendit doucement et coupa les longes qui les retenaient. Alors, les chevaux, excités par les coups de fouet des chasseurs, se précipitèrent dans toutes les directions en hennissant et en lançant des ruades. Les Indiens se levèrent en désordre et coururent avec de grands cris à la recherche de leurs chevaux. La tête d'aigle seule, comme s'il avait deviné l'endroit où ses ennemis se tenaient en embuscade, s'était dirigé droit vers eux, s'abritant le mieux possible derrière les arbres qui se trouvaient sur son passage. Les chasseurs reculaient, pied à pied, surveillant les environs afin de ne pas se laisser tourner. Les cris des Indiens s'éteignaient dans le lointain, ils s'acharnaient à la poursuite de leurs chevaux. Le chef se trouvait seul en présence de 2 ennemis. Arrivé à un arbre dont le tronc énorme lui offrait toutes les garanties de sûreté désirables, dédaignant de se servir de son fusil, et l'occasion lui paraissant favorable, il ajusta une flèche sur son arc. Mais quelle que fût sa prudence et son adresse, il ne put faire ce mouvement sans se découvrir un peu. Le cœur loyal épaula son fusil. Le coup partit. La balle siffla. Le chef bondit sur lui-même en poussant un rugissement de rage et tomba sur le sol. Il avait le bras fracassé.
Les 2 chasseurs étaient déjà près de lui. « Pas un geste, Peau-Rouge, lui dit le cœur loyal. Pas un geste, ou vous êtes mort. » L'Indien resta immobile, impassible en apparence, dévorant sa colère. « Je pouvais vous tuer, » continua le chasseur. « Je ne l'ai pas voulu. Voici la seconde fois que je vous donne la vie, chef. Ce sera la dernière. Ne vous trouvez plus sur ma route et surtout, ne volez plus mes trappes. Sinon, je vous jure que je ne vous ferai pas grâce. » La tête d'aigle est un chef renommé parmi les hommes de sa tribu, répondit l'Indien avec orgueil. Il ne craint pas la mort. Le chasseur blanc peut le tuer. Il ne le verra pas se plaindre. Non. Je ne vous tuerai pas, chef. Mon Dieu défend de verser le sang d'un homme sans nécessité. Oh ah, fit l'Indien avec un sourire ironique. Mon frère est missionnaire. Non, je suis un honnête trappeur. Je ne veux pas vous assassiner. Mon frère blanc a des sentiments de vieille femme, reprit l'Indien. Nehunuta ne pardonne pas. Il se venge. Vous ferez comme il vous plaira, chef, répondit le chasseur en haussant les épaules avec dédain. Je n'ai pas la prétention de changer votre nature. Seulement vous êtes averti. Adieu. Et que le diable vous caresse, ajouta Belle Humeur, en le poussant du pied avec mépris. Le chef sembla rester insensible à cette nouvelle insulte. Seulement, ses sourcils se froncèrent. Il ne bougea pas, mais il suivit d'un regard implacable ses 2 ennemis, qui, sans plus s'occuper de lui, s'enfoncèrent dans la forêt. « C'est égal, » dit Belle Humeur en manière de réflexion. « Vous avez eu tort, cœur loyal. Vous auriez dû le tuer. »« Ben pourquoi faire ?» répondit insoucieusement le chasseur. « Cascaras, pourquoi faire ? Mais parce que c'eût été une vermine de moins dans la prairie. » « Il y en a tant, » puis l'autre, « qu'une de plus ne signifie pas grand-chose. »« C'est vrai, » répondit Belle Humeur convaincue. « Mais où allons-nous maintenant ? » ?»« Chercher nos trappes, caramba. Croyez-vous que je veuille les perdre ? » ?»« Au fait, c'est une idée, cela. » Les chasseurs s'avançaient effectivement dans la direction du camp, mais à la mode indienne, c'est-à-dire en faisant des détours sans nombre, destinés à dépister les Comanches. Après 20 minutes de marche, ils arrivèrent au camp. Les Indiens n'avaient pas encore reparu, mais selon toute probabilité, ils ne devaient pas tarder à revenir. Tout leur bagage était épars çà et là. 2 ou 3 chevaux qui n'avaient pas eu la velléité de fuir paissaient tranquillement leur poids grimpant. Sans perdre de temps, les chasseurs s'occupèrent, ce qui fut bientôt fait, à rassembler leurs trappes. Ils se chargèrent chacun de 5, et sans plus tarder, ils reprirent le chemin de la caverne où ils avaient abrité leurs chevaux. Malgré le poids assez lourd qu'ils portaient sur leurs épaules, les 2 hommes marchaient légèrement enchantés d'avoir si bien terminé leur expédition, et surtout, riant du bon tour qu'ils avaient joué aux Indiens. Ils cheminaient ainsi depuis assez longtemps. Déjà, ils entendaient à peu de distance le murmure sourd des eaux de la rivière, lorsque tout à coup, le hennissement d'un cheval frappa leurs oreilles. « On nous poursuit, » dit Cœur Loyal en s'arrêtant. « fit Belle Humeur. « C'est peut-être un cheval sauvage ?»« Non. Le cheval sauvage ne hennit pas de cette façon. Ce sont les Comanches, ajouta-t-il. Du reste, nous allons le savoir. » Alors, s'étendant à terre, il colla son oreille sur le sol et écouta. Il se releva presque aussitôt. « J'en étais certain, » dit-il. « Ce sont les Comanches, mais ils ne suivent pas une piste franche. Ils hésitent. Ou peut-être leur marche est-elle retardée par la blessure de la tête d'aigle ? C'est possible. Oh, se croient-ils donc capables de nous atteindre, si nous voulons leur échapper ? Ah, si nous n'étions pas chargés, ce serait bientôt fait. » Le Cœur Loyal réfléchit un instant. « Venez, » dit-il, « nous avons une demi-heure devant nous. C'est plus qu'il en faut. » Un ruisseau coulait à une légère distance. Le chasseur entra dans son lit avec son compagnon qui suivait tous ses mouvements.
Arrivés au milieu du courant, le cœur loyal enveloppa avec soin les trappes dans une peau de buffle afin que l'humidité ne pût les atteindre, puis il les laissa glisser au fond de l'eau. Cette précaution prise, les chasseurs traversèrent le ruisseau et firent une fausse piste d'à peu près 200 pas, revenant ensuite avec précaution afin de ne pas laisser d'empreinte qui dénonçât leur retour. Ils rentrèrent dans la forêt après avoir d'un geste renvoyé leurs chiens auprès des chevaux. Les intelligents animaux prirent leur course et disparurent bientôt dans l'obscurité. Cette résolution de se séparer des chiens leur était utile, en aidant à dépister les Indiens, qui ne manqueraient pas de suivre les traces fugitives laissées par les limiers dans les hautes herbes. Une fois dans la forêt, les chasseurs remontèrent sur un arbre et commencèrent à s'avancer entre ciel et terre. Manière de voyager beaucoup plus usitée qu'on ne le croit en Europe, dans ces pays où il est souvent impossible, à cause de l'enchevêtrement des lianes et des arbres, d'avancer sans se servir de la hache pour se frayer un passage. L'on peut ainsi, en passant de branche en branche, faire des lieues entières sans toucher le sol. C'était justement, quoique pour une autre cause, ce qu'exécutaient en ce moment les chasseurs. Ils s'avançaient de cette façon au-devant de leurs ennemis, dont les pas se rapprochaient de plus en plus, et que bientôt ils aperçurent au-dessous d'eux, marchant en file indienne, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, et suivant attentivement leur piste. La tête d'aigle venait le premier, à demi couché sur son cheval à cause de sa blessure, mais plus animé que jamais à la poursuite de ses ennemis. Lorsqu'ils croisèrent les Comanches, les deux trappeurs se blottirent dans les feuilles, en retenant leur souffle. La circonstance la plus futile suffisait pour dénoncer leur présence. Les Indiens passèrent sans les voir. Les chasseurs reprirent leur marche. « Ouh !» dit Belle Humeur au bout d'un instant. « Je crois que nous en voilà quittes cette fois. » Ne nous hâtons pas de chanter victoire, mais éloignons-nous aussi rapidement que nous pourrons. Ces démons de peau rouge sont fins. Ils ne seront pas longtemps dupes de notre stratagème. « Sacrebleu !» s'écria tout à coup Belle Humeur. « J'ai laissé tomber mon couteau. Je ne sais où. Si ces démons le trouvent, nous sommes perdus. » « C'est probable, » murmura le cœur loyal. « Raison de plus pour ne pas perdre une minute. » Cependant, la forêt, qui jusqu'alors avait été calme, commença subitement à gronder sourdement. Les oiseaux volaient en poussant des cris de frayeur, et dans les fourrés, on entendait craquer les branches sèches sous les pas pressés des bêtes fauves. « Que se passe-t-il donc ?» fit le cœur loyal, en s'arrêtant et en regardant autour de lui avec inquiétude. La forêt semble saisie de vertige. Les deux chasseurs s'élancèrent jusqu'au sommet de l'arbre sur lequel ils se trouvaient, et qui par hasard était un des plus élevés de la forêt. Une immense lueur colorait l'horizon, à une lieue tout au plus de l'endroit où ils étaient. Cette lueur grandissait de minute en minute, et s'avançait vers eux à pas de géant. « Malédiction !» s'écria Belle Humeur. « Les Comanches ont mis le feu à la prairie !»« Oui, et je crois que cette fois, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes perdus, » répondit froidement le cœur loyal. « Que faire ?» demanda le Canadien. « Dans un instant, nous serons cernés. » Le cœur loyal réfléchissait profondément. Au bout de quelques secondes, il releva la tête, un sourire de triomphe relevait les coins de ses lèvres. « Ils ne nous tiennent pas encore, » dit-il. « Suivez-moi, frère. » Et il ajouta à voix basse, « Je veux revoir ma mère. » Chapitre 6. Le Sauveur. Pour bien faire comprendre au lecteur la position dans laquelle se trouvaient les chasseurs, il est nécessaire de revenir au chef Comanche. À peine ses ennemis avaient-ils disparu parmi les arbres que la tête d'aigle se releva doucement, pencha le corps en avant et prêta l'oreille afin de s'assurer qu'il s'éloignait réellement. Dès qu'il eut acquis cette certitude, il déchira un morceau de sa couverture avec lequel il enveloppa tant bien que mal son bras blessé, et malgré sa faiblesse occasionnée par le sang qu'il avait perdu et les vives douleurs qu'il éprouvait, il se mit résolument sur les traces des chasseurs. Il les accompagna ainsi sans être vu jusqu'aux limites du camp. Là, caché derrière un ébénier,
il fut témoin sans pouvoir s'y opposer, mais en bouillant de colère, de la recherche faite par les chasseurs pour retrouver leurs trappes, et enfin de leur départ, après les avoir recouvrés. Bien que les limiers que les chasseurs avaient avec eux fussent d'excellentes bêtes, dressées à sentir les Indiens de fort loin, par un hasard providentiel, et qui probablement sauva le chef Comanche, ils se jetèrent gloutonnement sur les restes épars du repas des peaux-rouges. Leurs maîtres, qui ne se croyaient pas épiés, ne songèrent nullement à leur ordonner la vigilance. Les Comanches regagnèrent ainsi leur camp, après avoir avec des difficultés infinies réussi à retrouver leurs chevaux. La vue de leur chef blessé leur causa une surprise et une irritation extrême, dont la tête d'aigle profita habilement pour les lancer de nouveau à la recherche des chasseurs, qui, retardés par les trappes qu'ils portaient, ne devaient pas être loin et ne pouvaient manquer de tomber promptement entre leurs mains. Ils n'avaient été dupes qu'un instant du stratagème inventé par Cœur Loyal, et n'avaient pas été longs à reconnaître sur les premiers arbres de la forêt des traces non équivoques du passage de leurs ennemis. Ce fut alors que, honteux d'être tenus ainsi en échec par deux hommes déterminés, dont les ruses supérieures aux siennes déjouaient tous ses calculs, la tête d'aigle résolut d'en finir avec eux et mit à exécution le diabolique projet de brûler la forêt. Moyen qui, de la façon dont il l'emploierait, devait, il n'en doutait pas, lui livrer enfin ses redoutables adversaires. En conséquence, dispersant ses guerriers dans différentes directions, de manière à former un vaste cercle, il fit allumer les hautes herbes dans plusieurs endroits à la fois. L'idée, quoique barbare et digne des sauvages guerriers qui s'en servaient, était bonne. Les chasseurs, après avoir vainement tenté de sortir du réseau de feu, qui les envelopperait de toutes parts, seraient obligés malgré eux, s'ils ne préféraient être brûlés vifs, de se rendre à leurs féroces ennemis. La tête d'aigle avait tout calculé, tout prévu, excepté la chose la plus simple et la plus facile, la seule chance de salut qui resterait au cœur loyal. Comme nous l'avons dit, sur l'ordre de leur chef, les guerriers s'étaient dispersés et avaient allumé l'incendie dans plusieurs endroits à la fois. Dans cette saison avancée de l'année, les plantes et les herbes, brûlées par les rayons incandescents du soleil de l'été, s'étaient immédiatement enflammées, et le feu s'était étendu dans toutes les directions avec une rapidité effrayante. Pas assez vite, cependant, pour ne pas laisser s'écouler un certain laps de temps avant de se réunir. Le cœur loyal n'avait pas hésité. Pendant que les Indiens couraient comme des démons autour de la barrière de flammes qu'ils venaient d'opposer à leurs ennemis, et qu'ils poussaient des hurlements de joie, le chasseur, suivi de son ami, s'était élancé au pas de course entre deux murailles de feu, qui, à droite et à gauche, marchaient sur lui en sifflant, et menaçaient de se réunir à la fois sous ses pieds et au-dessus de sa tête. Au milieu des arbres calcinés, qui tombaient avec fracas, aveuglés par des flots d'une fumée épaisse qui leur coupait la respiration, brûlés par des nuées d'étincelles qui pleuvaient sur eux de toutes parts, suivant hardiment leur route sous une voûte de flammes, les intrépides aventuriers avaient franchi, au prix de quelques brûlures sans conséquence, l'enceinte maudite, dans laquelle les Indiens avaient cru les ensevelir pour jamais, et déjà, ils étaient loin de leurs ennemis que ceux-ci s'applaudissaient encore du succès de leur ruse. Cependant, l'incendie prenait des proportions formidables. La forêt se tordait sous l'étreinte du feu. La prairie n'était plus qu'une nappe de flammes, au milieu de laquelle couraient, affolées de terreur, les bêtes fauves, que cette catastrophe inattendue chassait de leurs repères. Le ciel avait pris des reflets sanglants, et un vent impétueux balayait devant lui la flamme et la fumée. Les Indiens eux-mêmes étaient effrayés de leur ouvrage en voyant autour d'eux des montagnes entières s'allumer comme des phares sinistres, la terre devenir chaude, et d'immenses troupes de bisons faire trembler le sol dans leur course furieuse, en poussant ces bramements de désespoir qui remplissent de terreur les hommes les plus braves. Au camp des Mexicains, tout était dans le plus grand désordre. C'était un bruit, une confusion effroyable. Les chevaux avaient rompu leurs entraves et fuyaient dans tous les sens. Les hommes saisissaient leurs armes, leurs munitions. D'autres emportaient les selles et les ballots. Chacun criait, jurait, commandait. Tous couraient dans le camp comme s'ils eussent été frappés de vertige. Le feu s'avançait majestueusement,
engloutissant tout sur son passage, précédé par une foule innombrable d'animaux de toutes sortes qui bondissaient avec des hurlements de frayeur, poursuivis par le fléau qui les atteignait à chaque pas. Une fumée épaisse, chargée d'étincelles, passait déjà sur le camp des Mexicains. 20 minutes encore, et tout était dit pour eux. Le général, serrant sa nièce dans ses bras, demandait en vain au guide les moyens d'éviter le péril immense qui les menaçait. Mais ces hommes, terrifiés par l'imminence du péril, avaient perdu tout sang-froid. Et puis quel remède employer ? Les flammes formaient un cercle immense dont le camp était devenu le centre. Cependant, la forte brise qui jusque-là avait avivé l'incendie en lui prêtant des ailes était tombée tout à coup. L'air n'avait plus un souffle. La marche du feu se trouva ralentie. La Providence accordait quelques minutes de plus à ces malheureuses créatures. En ce moment, le camp offrait un aspect étrange. Tous ces hommes frappés de terreur avaient perdu même l'instinct de la conservation. Les lanceros se confessaient les uns aux autres, les guides étaient plongés dans un sombre désespoir, le général accusa le ciel de sa disgrâce. Pour le docteur, il ne regrettait que la plante qu'il ne pourrait pas découvrir. Chez lui, toute autre considération cédait devant celle-là. Doña Luz, les mains jointes et les genoux en terre, priait avec ferveur. Le feu marchait toujours avec son avant-garde de bêtes fauves. « Oh !» s'écria le général en secouant avec force le bras du guide. « Nous laisserez-vous donc brûler ainsi, sans chercher à nous sauver ?» « Que faire contre Dieu ?» répondit impassiblement le babillard. « N'est-il donc aucun moyen de nous préserver de la mort ?»« Aucun. »« Il en est un !» s'écria un homme, qui, les cheveux et le visage à demi brûlés, se précipita dans le camp en escaladant les ballots, suivi d'un autre individu. « Qui êtes-vous » s'écria le général. « Peu importe, » répondit sèchement l'étranger. « Je viens vous sauver. Mon compagnon et moi, nous étions hors de danger. Pour vous secourir, nous avons bravé de périls inouïs. Ceci doit vous suffire. Votre salut est entre vos mains. Il ne s'agit que de vouloir. »« Commandez, » répondit le général. « Le premier, je vous donnerai l'exemple de l'obéissance. »« Vous n'avez donc pas de guide avec vous ?»« Si, » reprit le général. « Alors ce sont des traîtres ou des lâches, car le moyen que je vais employer est connu de tout le monde dans la prairie. » Le général lança un regard de défiance au babillard, qui n'avait pu s'empêcher de tressaillir à l'apparition subite des deux inconnus. « Du reste, » continua le chasseur, « c'est un compte que vous réglerez plus tard avec eux. Il ne s'agit pas de cela en ce moment. » Les Mexicains, à la vue de cet homme déterminé à la parole brève et profondément accentuée, avaient instinctivement deviné un sauveur. Ils avaient senti le courage revenir avec l'espoir, et ils se tenaient prêts à exécuter ses ordres avec célérité. « Hâtez-vous, » dit le chasseur. « Arrachez toutes les herbes qui entourent le camp. » Chacun se mit à l'œuvre. « Nous, » continua l'étranger en s'adressant au général, « prenons des couvertures mouillées et étendons-les devant les ballots. » Le général, le capitaine et le docteur, guidés par le chasseur, exécutèrent ce qu'il avait commandé, pendant que son compagnon lassait les chevaux et les mules qui l'entravaient au milieu du camp. « Hâtons-nous ! Hâtons-nous » criait incessamment le chasseur. « L'incendie nous gagne !» Chacun redoubla d'ardeur. Bientôt, un large espace fut dépouillé. Doña Luz regardait avec admiration cet homme étrange, apparu tout à coup d'une façon providentielle, qui paraissait, au milieu de l'horrible danger qui les enveloppait, aussi calme et aussi tranquille que s'il avait eu le pouvoir de commander à l'épouvantable fléau qui s'avançait contre eux, à pas de géant. La jeune fille ne pouvait détacher de lui ses regards. Elle se sentait, malgré elle, entraînée vers ce sauveur inconnu, dont la voix, les gestes, toute la personne, en un mot, la subjuguaient. Lorsque les herbes et les plantes eurent été arrachées avec cette fiévreuse rapidité que les hommes en danger de mort mettent à ce qu'ils font, le chasseur sourit doucement. « Maintenant, » dit-il en s'adressant au Mexicain, « le reste regarde mon ami et moi. Laissez-nous faire. Pour vous, enveloppez-vous avec soin de couvertures mouillées. »
Chacun suivit son conseil. L'étranger jeta un regard autour de lui, puis après avoir fait un signe à son compagnon, il marcha au-devant du feu. « Je ne vous quitte pas, » dit le général avec intérêt. « Venez, » répondit laconiquement l'étranger. Arrivés à l'extrémité de la place où les herbes avaient été arrachées, le chasseur fit un monceau de plantes et de bois secs avec son pied, et jetant un peu de poudre dessus, il y mit le feu. « Que faites-vous » s'écria le général avec stupeur. « Vous le voyez, je combats le feu par le feu, » répondit simplement le chasseur. Son compagnon avait agi de la même manière d'un côté opposé. Un rideau de flammes s'éleva rapidement, et pendant quelques minutes, le camp se trouva presque caché sous une voûte de feu. Il y eut un quart d'heure d'anxiété terrible, d'attente suprême. Peu à peu, les flammes devinrent moins intenses, l'air plus pur, la fumée se dissipa. Les mugissements de l'incendie diminuèrent. Enfin, l'on put se reconnaître dans cet horrible chaos. Un soupir de soulagement s'exhala de toutes les poitrines. Le camp était sauvé. L'incendie, dont les grondements se faisaient de plus en plus sourds, vaincu par le chasseur, allait porter ses ravages dans d'autres directions. Chacun se précipita vers l'étranger pour le remercier. « Vous avez sauvé la vie de ma nièce, » lui dit le général avec effusion. « Comment m'acquitterai-je jamais envers vous ?»« Vous ne me devez rien, monsieur, » répondit le chasseur avec une noble simplicité. « Dans la prairie, tous les hommes sont frères. Je n'ai fait que mon devoir en vous venant en aide. » Dès que le premier moment de joie fut passé et que l'on eut remis un peu d'ordre dans le camp, chacun chercha un repos que les terribles émotions de la nuit rendaient indispensable. Les deux étrangers, qui avaient constamment repoussé avec modestie, mais avec fermeté, les avances que le général leur avait faites dans l'entraînement de sa reconnaissance, s'étaient nonchalamment étendus sur les ballots pour reposer quelques heures. Un peu avant le lever du soleil, ils se levèrent. « La terre doit être froide, » dit l'un. « Partons, avant que ces gens s'éveillent. Peut-être ne voudraient-ils pas nous laisser les quitter ainsi ?»« Partons, » répondit laconiquement l'autre. Au moment où ils franchissaient les limites du camp, une main s'appuya légèrement sur l'épaule du premier. Il se retourna. Donia Luz était devant lui. Les deux hommes s'arrêtèrent et saluèrent la jeune femme avec respect. « Vous nous quittez » dit-elle, d'une voix douce et mélodieuse. « Il le faut, señorita » répondit un des chasseurs. « Je comprends » fit-elle, avec un sourire charmant. « Maintenant que grâce à vous nous sommes sauvés, vous n'avez plus rien à faire ici, n'est-ce pas ?» Les deux hommes s'inclinèrent sans répondre. « Accordez-moi une grâce, » dit-elle. « Parlez, madame. » Elle ôta une mignonne petite croix en diamant qu'elle portait au cou. « Gardez ceci en souvenir de moi. » Le chasseur hésita. « Je vous en prie, » murmura-t-elle, avec des larmes dans la voix. « J'accepte, madame, » dit le chasseur avec émotion, en plaçant la croix sur sa poitrine auprès de son scapulaire. « J'aurai un talisman à joindre à celui que m'a donné ma mère. »« Merci, » répondit la jeune fille avec joie. « Un mot encore ?»« Dites. »« Quels sont vos noms ?»« Mon compagnon se nomme Belle Humeur. »« Mais vous ?»« Le cœur loyal. » Après s'être inclinés une seconde fois en signe d'adieu, les deux chasseurs s'éloignèrent rapidement et ne tardèrent pas à disparaître dans l'obscurité. Donia Luz les suivit des yeux tant qu'elle put les apercevoir. Puis elle revint à pas lents, toute pensive vers la tente, en murmurant à demi-voix. « Le cœur loyal ? Oh, je m'en souviendrai !» Chapitre 7. La surprise. Les États-Unis ont hérité de l'Angleterre ce système d'envahissement et d'usurpation continuelle qui est un des points les plus saillants du caractère britannique. À peine l'indépendance de l'Amérique du Nord fut-elle proclamée, la paix conclue avec l'ancienne métropole, que ces hommes qui criaient si haut à la tyrannie, à l'oppression,
qui réclamaient contre la violence du droit des gens, dont, disaient-ils, ils étaient victimes, organisèrent avec cet implacable sang-froid qu'ils tiennent de leur origine, une chasse aux Indiens. Non seulement sur toute l'étendue de leur territoire, mais encore mécontents de la possession des vastes régions que leur population inquiète ne suffit pas, malgré son activité, à défricher et à mettre en valeur, ils voulurent se rendre maîtres des deux océans, cernant de tous côtés les tribus aborigènes qu'ils refoulent sans cesse, et que, suivant les paroles prophétiques et pleines d'amer désespoir d'un vieux chef indien, ils finiront par noyer dans le Pacifique, à force de trahison et de perfidie. Aux États-Unis, pays sur le compte duquel on commence beaucoup à revenir, mais que des gens prévenus ou mal informés s'obstinent encore à représenter comme la terre classique de la liberté, se rencontre cette odieuse anomalie de deux races dépouillées au profit d'une troisième, qui s'arroge sur elles le droit de vie et de mort, et ne les considère que comme des bêtes de somme. Ces deux races, si dignes de l'intérêt de tous les esprits éclairés, et des véritables amis de l'espèce humaine, sont les races noires et rouges. Il est vrai que d'un autre côté, pour montrer jusqu'à quel point ils sont philanthropes, les États-Unis ont, dès l'an 1795, signé un traité de paix et d'amitié avec les États barbaresques qui leur donnaient des avantages incomparablement plus grands que ceux que leur offrait l'ordre de Malte, qui voulait lui aussi traiter avec eux. Traité garanti par les régences d'Alger et de Tripoli, et dans lequel il est positivement dit que le gouvernement des États-Unis n'est fondé en aucun sens sur la religion chrétienne. À ceux auxquels cela pourra sembler fort, nous répondrons que c'est logique, et que les Américains, en fait de Dieu, n'en connaissent qu'un seul, le Dieu dollar, qui de tout temps a été le seul adoré par les pirates de toutes les contrées. Qu'en tire la conséquence? Les squatters, ces gens sans feu ni lieu, sans droit ni loi, reniés par toutes les nations, et qui sont la honte et le rebut de la population nord-américaine, s'avancent incessamment vers l'ouest, et de défrichements en défrichements, tentent de relancer les tribus indiennes de leur dernier refuge. Derrière les squatters arrivent 5 ou 6 soldats, un tambour, une trompette, et un officier quelconque, portant un drapeau étoilé. Ces soldats élèvent un fort avec quelques troncs d'arbres, plantent le drapeau au sommet et proclament que les frontières de la Confédération s'étendent jusque-là. Alors, autour du fort se bâtissent quelques cabanes, se groupe une population bâtarde, composée hétérogène de blancs, de noirs, de rouges, de cuivrés, etc. Et voilà une ville fondée à laquelle on donne un nom sonore comme Utique ou Syracuse, Rome ou Carthage, par exemple, et que quelques années plus tard, lorsque cette ville possède 2 ou 3 maisons en pierre, elle devient de droit la capitale d'un nouvel État qui n'existe pas encore. Ainsi se passent les choses dans ce pays. C'est bien simple, comme on voit. Quelques jours après les événements que nous avons racontés dans notre précédent chapitre, une scène étrange se passait dans une possession, élevée depuis 2 ans à peine, sur les bords de la Grande Canadienne, dans une charmante position au pied d'une verdoyante colline. Cette possession se composait d'une vingtaine de cabanes groupées capricieusement, auprès les unes des autres, à l'abri d'un fortin armé de 4 petits canons, qui commandait le cours de la rivière. Ce village, si jeune encore, avait déjà, grâce à la prodigieuse activité américaine, acquis toute l'importance d'une ville. 2 tavernes regorgeaient de buveurs. 3 temples de sectes différentes servaient à réunir les fidèles. Ça et là, les habitants allaient et venaient avec cette préoccupation de gens qui travaillent sérieusement et qui vaquent à leurs affaires. De nombreux canots sillonnaient la rivière, et des charrettes chargées de marchandises allaient dans tous les sens, en grinçant sur leurs essieux criards et en creusant de profondes ornières. Cependant, malgré tout ce mouvement, ou peut-être à cause de lui, il était facile de reconnaître qu'une certaine inquiétude régnait dans le village. Les habitants s'interrogeaient les uns les autres, des groupes se formaient sur le pas des portes, et plusieurs hommes, montés sur de forts chevaux, s'élançaient en éclaireurs dans plusieurs directions,
après avoir pris les ordres du capitaine commandant le fort, qui, revêtu de son grand uniforme, une longue vue à la main, et les bras derrière le dos, se promenait à grands pas sur les glacis du Fortin. Peu à peu, les canots regagnèrent la plage, les charrettes furent dételées, les bêtes de somme renfermées dans les parcs, et la population entière se trouva réunie sur la place du village. Le soleil s'abaissait rapidement à l'horizon. La nuit n'allait pas tarder à venir. Les cavaliers envoyés aux environs étaient tous de retour. « Vous le voyez, dit le capitaine aux habitants assemblés. Nous n'avons rien à craindre. Ce n'était qu'une fausse alerte. Vous pouvez rentrer paisiblement dans vos demeures. L'on n'a trouvé aucune trace d'Indiens, à 20 milles à la ronde. Observa un vieux chasseur métis appuyé sur son fusil. Les Indiens ne sont pas longs à faire 20 milles. C'est possible, Blancs-Yeux, répondit le commandant. Mais soyez convaincus que si j'ai agi comme je l'ai fait, cela a été simplement dans le but de rassurer la population. Les Indiens n'oseront pas se venger. Les Indiens se vengent toujours, capitaine, dit sentencieusement le vieux chasseur. Vous avez bu trop de whisky, Blancs-Yeux. Il vous a porté au cerveau. Vous rêvez tout éveillé. Dieu veuille que vous ayez raison, capitaine. Mais toute ma vie s'est passée sur les défrichements. Je connais les mœurs des peaux-rouges, tandis que vous n'êtes sur les frontières que depuis 2 ans. C'est autant qu'il en faut, interrompit péremptoirement le capitaine. Cependant, avec votre permission, les Indiens sont des hommes, et les 2 Comanches qui ont été traîtreusement assassinés ici, au mépris du droit des gens, étaient des guerriers renommés dans leur tribu. Blancs-Yeux, vous êtes un sang mêlé. Vous tenez un peu trop de la race rouge, dit le capitaine avec ironie. La race rouge, répondit fièrement le chasseur, est loyale. Elle n'assassine pas pour le plaisir de verser du sang, ainsi que vous-même avez fait il y a 4 jours de ces 2 guerriers qui passaient, inoffensifs, dans leur canot, sous le prétexte d'essayer un nouveau fusil que vous avez reçu d'Acropolis. C'est bon, assez! Faites-moi grâce de vos commentaires, Blancs-Yeux. Je n'ai pas d'observation à recevoir de vous. Le chasseur salua gauchement, jeta son fusil sur l'épaule et se retira, tout en grommelant. C'est égal. Le sang versé crie vengeance. Les peaux-rouges sont des hommes. Ils ne laisseront pas le crime impuni. Le capitaine rentra dans le fort, visiblement contrarié de ce que lui avait dit le métis. Peu à peu, les habitants se dispersèrent après s'être souhaité le bonsoir et se renfermèrent chez eux, avec cette insouciance particulière aux hommes habitués à risquer leur vie à chaque minute. 1 heure plus tard, la nuit était complètement venue. D'épaisses ténèbres enveloppaient le village dans lequel les habitants fatigués des rudes travaux du jour reposaient dans une sécurité profonde. Les éclaireurs, envoyés au déclin du jour par le capitaine, s'étaient mal acquittés de leur devoir. Ou bien, ils n'étaient pas habitués aux ruses indiennes. Sans cela, ils n'auraient pas donné par leur rapport une confiance trompeuse aux colons. À 1 mille à peine du village, cachés et confondus au milieu des épaisses broussailles et des arbres enchevêtrés les uns dans les autres d'une forêt vierge, dont les premiers plants étaient tombés déjà sous la hache infatigable des défricheurs, 200 guerriers comanches de la tribu du Serpent, guidés par plusieurs chefs renommés, au nombre desquels se trouvait la Tête d'Aigle, qui bien que blessé avait voulu faire partie de l'expédition, attendaient, avec cette patience indienne que rien ne peut rebuter, le moment propice de tirer une vengeance éclatante de l'insulte qui leur avait été faite. Plusieurs heures se passèrent ainsi, sans que le silence de la nuit fût troublé par un bruit quelconque. Les Indiens, immobiles comme des statues de bronze, attendaient, sans témoigner la moindre impatience. Vers 11 heures du soir, la lune se leva, éclairant le paysage de ses reflets argentés. Au même instant, les hurlements éloignés d'un chien se firent entendre à 2 reprises. La Tête d'Aigle, se détachant alors de l'arbre derrière lequel il s'abritait, commença à ramper avec une adresse et une vélocité extrêmes dans la direction du village.
Arrivé sur la lisière de la forêt, il s'arrêta. Puis après avoir jeté autour de lui un regard investigateur, il imita le hennissement du cheval avec une telle perfection que 2 chevaux du village lui répondirent immédiatement. Après quelques secondes d'attente, l'ouïe exercée du chef perçut un bruit presque insensible dans les feuilles. Le grave mugissement d'un bœuf se fit entendre à une courte distance. Alors le chef se leva et attendit. 2 secondes plus tard, un homme le rejoignait. Cet homme était Blancs-Yeux, le vieux chasseur. Un sourire sinistre relevait le coin de ses lèvres minces. « Que font les Blancs ?» demanda le chef. « Ils dorment, » répondit le métis. « Mon frère me les livrera, donnant, donnant. » Un chef n'a qu'une parole. La femme pâle et la tête grise sont ici. Ils m'appartiendront. Tous les habitants du village seront remis entre les mains de mon frère. Oh ! Le chasseur n'est pas venu ? Pas encore. Il arrivera trop tard. C'est probable. Que dit mon frère à présent ? Où est ce que j'ai demandé au chef ? Fit le chasseur. Les pots, les fusils et la poudre sont en arrière, gardés par mes jeunes gens. Je me fie à vous, chef, répondit le chasseur. Mais si vous me trompez, un Indien n'a qu'une parole. C'est bon. Alors, quand vous voudrez. 10 minutes plus tard, les Indiens étaient maîtres du village, dont tous les habitants, réveillés les uns après les autres, avaient été faits prisonniers sans coup férir. Le fort était cerné par les Comanches, qui, après avoir entassé au pied de ces murailles de troncs d'arbres les charrettes, les meubles et tous les instruments de labourage des colons désespérés, n'attendaient plus qu'un signal de leur chef pour commencer l'attaque. Tout à coup, une forme vague se dessina au sommet du fort, et le cri de l'épervier d'eau traversa l'espace. Les Indiens mirent le feu à l'espèce de bûcher qu'ils avaient élevé et se précipitèrent contre les palissades en poussant tous ensemble cet horrible et strident cri de guerre qui leur est particulier et qui, sur les frontières, est toujours le signal du massacre. Chapitre 8. La vengeance indienne. La position des Américains était des plus critiques. Le capitaine, surpris par l'attaque silencieuse des Comanches, avait été réveillé en sursaut par l'effroyable cri de guerre qu'ils avaient poussé, dès que le feu avait été mis par eux aux matériaux entassés devant le fort. Sautant au bas de son lit, le brave officier, un moment ébloui par les lueurs rougeâtres des flammes, s'était à demi vêtu, et son sabre à la main, précipité du côté où reposait la garnison, qui déjà avait pris l'alarme et se hâtait de se rendre à son poste avec cette insouciante bravoure qui distingue les Yankees. Mais que faire ? La garnison se montait, capitaine compris, à 12 hommes. Comment, avec une force numérique aussi faible, résister aux Indiens dont ils voyaient les diaboliques silhouettes se dessiner fantastiquement au reflet sinistre de l'incendie ? L'officier poussa un soupir. « Nous sommes perdus », murmura-t-il. Dans les combats incessants qui se livrent sur les frontières indiennes, les lois de nos guerres civilisées sont complètement inconnues. Le vae victis règne dans toute l'acception du mot. Les ennemis acharnés qui combattent les uns contre les autres, avec tous les raffinements de la barbarie, ne demandent et n'accordent pas de quartier. Toute lutte est donc une question de vie ou de mort. Tel est l'usage. Le capitaine le savait. Aussi, ne se faisait-il pas la moindre illusion sur le sort qui l'attendait s'il tombait aux mains des Comanches. Il avait commis la faute de se laisser surprendre par les peaux-rouges. Il devait subir les conséquences de son imprudence. Mais le capitaine était un brave soldat. Certain de ne pouvoir se retirer sain et sauf du guêpier dans lequel il se trouvait, il voulut du moins succomber avec honneur. Les soldats n'avaient pas besoin d'être excités à faire leur devoir. Ils savaient aussi bien que leur capitaine qu'il ne leur restait aucune chance de salut. Aussi, les défenseurs du fort se placèrent résolument derrière les barricades et commencèrent à fusiller les Indiens avec une justesse et une précision qui ne laissèrent pas que de leur causer de grandes pertes.
La première personne que le capitaine aperçut en montant sur la plateforme du fortin fut le vieux chasseur, Blanzieux. Murmura l'officier à part lui. Que fait ici cet homme? Et comment y est-il arrivé? Tirant alors un pistolet de sa ceinture, il marcha droit au métis, et le saisissant par la gorge, il lui appuya le canon de l'arme sur la poitrine, en lui disant avec ce sang-froid que les Américains tiennent des Anglais, et qu'ils ont considérablement augmenté. De quelle façon vous êtes-vous donc introduit dans le fort, vieille chouette? Par la porte, apparemment, répondit l'autre sans s'émouvoir. Eh ben, vous êtes donc sorcier alors? Peut-être. Trêve de raillerie, sans mêler. Vous nous avez vendus à vos frères, les peaux-rouges. Un sourire sinistre éclaira le visage du métis. Le capitaine l'aperçut. Mais votre trahison ne vous profitera pas, misérable, dit-il d'une voix tonnante. Vous en serez la première victime. Le chasseur se dégagea par un mouvement brusque et inattendu. Puis il fit un bond en arrière et épaulant ce fusil. Nous verrons, dit-il en ricanant. Ces deux hommes, placés face à face sur cette étroite plateforme éclairée par les reflets sinistres de l'incendie, dont l'intensité croissait à chaque seconde, avaient une expression terrifiante pour le spectateur, auquel il aurait été donné de les contempler de sang-froid. Chacun d'eux personnifiait en lui ces deux races en présence aux États-Unis, dont la lutte ne finira que par l'extinction complète de l'une au profit de l'autre. À leurs pieds, le combat prenait les gigantesques proportions d'une épopée. Les Indiens se ruaient avec rage et en poussant de grands cris contre les retranchements, où les Américains les recevaient par des décharges à bout portant ou à coups de baïonnette. Mais le feu gagnait toujours. Les soldats tombaient les uns après les autres. Bientôt, tout serait fini. À la menace de Blanzieux, le capitaine avait répondu par un sourire de mépris. Prompt comme l'éclair, il avait déchargé son pistolet sur le chasseur. Celui-ci avait laissé échapper son fusil. Son bras droit était fracassé. Le capitaine se précipita sur lui avec un rugissement de joie. Le métis fut renversé par ce choc imprévu. Alors, son ennemi lui appuya le genou sur la poitrine et le considéra un instant. « Eh bien, lui dit-il avec un rire amer, me suis-je trompé ? Non, répondit le métis d'une voix ferme. Je suis un sot. Ma vie t'appartient. Tue-moi. Sois tranquille. Je te réserve une mort indienne. Hâte-toi, si tu veux te venger, reprit le chasseur avec ironie, car bientôt il sera trop tard. J'ai le temps. Pourquoi nous as-tu trahis, misérable? Que t'importe? Je veux le savoir. Eh bien, sois satisfait, dit le chasseur après un instant de silence. Les Blancs, tes frères, sont les bourreaux de toute ma famille. J'ai voulu me venger. Mais nous ne t'avions rien fait, nous. N'êtes-vous pas blanc? Tue-moi et que ça finisse. Je puis mourir avec joie, car de nombreuses victimes me suivront dans la tombe. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, dit le capitaine avec un rire sinistre, je vais t'envoyer rejoindre tes frères. Tu vois que je suis un loyal adversaire. Alors, appuyant fortement son genou sur la poitrine du chasseur afin de l'empêcher de se soustraire au châtiment qu'il lui réservait, « À l'indienne !» lui dit-il. Et prenant son couteau, il saisit de la main gauche l'épaisse et rude chevelure grise du métis, et avec une dextérité inouïe, il la lui enleva. Le chasseur n'eut pu retenir un cri d'effroyable douleur à cette affreuse mutilation. Le sang coulait en abondance de son crâne nu et inondait son visage. « Tue-moi » dit-il. « Tue-moi ! Cette douleur est horrible !»« Tu trouves ?» dit le capitaine. « Oh, tue-moi ! Tue-moi !»« Allons donc » répondit l'officier en haussant les épaules. « Me prends-tu pour un boucher? Non. Je vais te rendre à tes dignes amis. » Il prit alors le chasseur par les jambes,
le traîna jusqu'au bord de la plate-forme et le poussa du pied. Le misérable chercha instinctivement à se retenir, en saisissant de la main gauche l'extrémité d'une poutre qui faisait saillie au dehors. Un instant, il resta suspendu dans l'espace. Il était hideux à voir, son crâne à vif, son visage sur lequel coulaient incessamment des flots d'un sang noir, contracté par la souffrance et la terreur. Tout son corps agité de mouvements convulsifs inspirait l'horreur et le dégoût. « Pitié, pitié !» murmurait-il. Le capitaine le regardait, le sourire aux lèvres, les bras croisés sur la poitrine. Mais les nerfs fatigués du misérable ne purent le soutenir plus longtemps. Ses doigts crispés lâchèrent le pieu qu'il avait saisi avec l'énergie du désespoir. « Pourreau, sois maudit !» cria-t-il, avec un accent de rage suprême. Et il tomba. « Mon voyage ?» fit le capitaine en ricanant. Une clameur immense s'éleva aux portes du fort. Le capitaine s'élança au secours des siens. Les Comanches s'étaient emparés des barricades. Ils se précipitaient en foule dans l'intérieur du fortin, massacrant et scalpant les ennemis qu'ils rencontraient sur leur passage. 4 soldats américains restaient seuls debout. Les autres étaient morts. Le capitaine se retrancha au milieu de l'escalier qui conduisait à la plate-forme. « Mes amis !» dit-il à ses compagnons. « Mourez, sans regret. J'ai tué celui qui nous a trahis. » Les soldats répondirent par un hurrah de joie à cette consolation d'une nouvelle espèce, et ils se préparèrent à vendre chèrement leur vie. Mais alors, il se passa une chose incompréhensible. Les cris des Indiens avaient cessé comme par enchantement. L'attaque était suspendue. « Que font-ils donc ?» murmura le capitaine. « Quelle nouvelle diablerie inventent ces démons ?» Une fois maître de toutes les approches du fort, la tête d'aigle ordonna d'interrompre le combat. Les colons faits prisonniers dans le village furent amenés les uns après les autres. Ils étaient 12, parmi lesquels se trouvaient 4 femmes. Lorsque ces 12 malheureux se tinrent tremblants devant lui, la tête d'aigle fit mettre les femmes à part. Ordonnant aux hommes de passer l'un après l'autre devant lui, il le regardait attentivement, puis faisait un signe aux guerriers placés à ses côtés. Ceux-ci s'emparaient immédiatement des Américains, leur abattaient les 2 poignets à coups de machette et les poussaient dans le fort après les avoir scalpés. 7 colons avaient souffert cette atroce torture. Il n'en restait plus qu'un. C'était un vieillard de haute taille, maigre, mais encore vert. Ses cheveux blancs comme la neige tombaient sur ses épaules, ses yeux noirs lançaient des éclairs, mais ses traits demeuraient immobiles. Il attendait, impassible, en apparence, que la tête d'aigle décidât de son sort et l'envoya rejoindre les malheureux qui l'avaient précédé. Cependant, le chef Comanche le considérait avec une attention extrême. Enfin, les traits du sauvage se détendirent, un sourire se dessina sur ses lèvres, et tendant la main au vieillard. « Usted no conocer, amigo ?» « Vous ne pas connaître, ami ?» lui dit-il, en mauvais espagnol, avec l'accent guttural de sa race. À cette parole, le vieillard tressaillit, regardant à son tour l'Indien. « Oh !» dit-il, avec étonnement. « El gallo !» le coq. « Oh ah !» répondit le chef avec satisfaction. « Je suis un ami de la tête grise. Les peaux-rouges n'ont pas 2 cœurs. Mon père m'a sauvé la vie. Mon père viendra dans ma hutte. » « Merci, chef. J'accepte votre proposition, » dit le vieillard en serrant chaleureusement la main que l'Indien lui tendait. Et il alla en toute hâte se placer auprès d'une femme d'un certain âge, au visage noble, dont les traits flétris par la douleur conservaient cependant les traces d'une grande beauté. « Oh, Dieu soit béni !» dit-elle avec effusion, lorsque le vieillard la rejoignit. « Dieu n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui, » répondit-il. Pendant ce temps, les Peaux-Rouges jouaient les dernières scènes de l'horrible drame auquel nous avons fait assister le lecteur.
Lorsque tous les colons eurent été renfermés dans le fort, l'incendie fut ravivé avec toutes les matières que l'on put trouver. Une barrière de flammes sépara pour toujours du monde les malheureux Américains. Bientôt, le fort ne fut plus qu'un immense bûcher, d'où s'échappaient des cris de douleur mêlés par intervalles à des détonations d'armes à feu. Les Comanches, impassibles, surveillaient à distance les progrès de l'incendie et souriaient comme des démons à leur vengeance. Les flammes avaient gagné tout le bâtiment. Elles montaient avec une rapidité effrayante, éclairant au loin le désert comme un lugubre phare. Au sommet du fort, on voyait s'agiter quelques individus avec désespoir, tandis que d'autres, agenouillés, semblaient implorer la miséricorde divine. Tout à coup, un craquement horrible se fit entendre. Un cri de suprême agonie s'élança vers le ciel, et le fort s'écroula dans le bûcher incandescent qui le minait en faisant jaillir des millions d'étincelles. Tout était fini. Les Américains avaient succombé. Les Comanches plantèrent un énorme mât à l'endroit où avait été la place du village. Ce mât auquel ils clouèrent les mains des colons fut surmonté d'une hache dont le fer était teint de sang. Puis, après avoir mis le feu aux quelques cabanes qui restaient encore debout, la tête d'aigle donna l'ordre du départ. Les 4 femmes et le vieillard, seuls survivants de la population de ce malheureux défrichement, suivirent les Comanches, et un silence lugubre plana sur ces ruines fumantes, qui venaient d'être le théâtre de tant de scènes navrantes. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans ce 3e vlog lecture consacré au Trappeur de l'Arkansas de Gustave Aimard. On a lu donc les 8 premiers chapitres de la première partie. Donc la première partie en compte 20 et la deuxième elle en compte 16. Et on est à 32%. Donc vous voyez, ça va monter quand même assez vite. J'avais dû vous dire la dernière fois combien de temps il restait. Je vais vous le redire vite fait à la louche. Ouais, il va rester 6 ou 7 vlogs lecture à peu près. Donc ça va être relativement rapide. On verra comment je le découpe parce qu'au final, je pense que les parties audio pour le moment, c'est un petit peu moins d'1 heure. Donc il peut y avoir éventuellement un vlog ou 2 où ça va être un petit poil de plus, ce qui n'est pas bien gênant. J'ai l'impression là... Alors oui, j'ai eu plusieurs impressions. C'est que j'ai l'impression que Gustave Aimard, il va tout le temps fabriquer ses chapitres un peu sur le même type. Voire même les finir. Donc c'est pas tout le temps. Donc, il y a des fois c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'il commence beaucoup ses chapitres par une grande partie de narration. Et je me demande en fait si c'était pas quelque chose qui était publié dans les journaux. Où fallait un petit peu, comme les gens lisaient un chapitre par semaine par exemple, fallait un petit peu remettre du contexte parce que les gens ils ont fait autre chose en une semaine et donc peut-être, je suis pas sûre du tout, mais j'ai l'impression qu'il commence régulièrement ces chapitres par une grosse partie de narration avant qu'il y ait de l'action et qu'il y ait des dialogues. Donc je viens de regarder là sur les 8 premiers chapitres, plus le prologue. Il y a juste un chapitre du prologue qui commence directement sur de l'action. Mais ça s'entend. Et ma foi, je trouve que c'est... bon, il y a un côté peut-être un petit peu répétitif avec cette forme de structure, parce que si je l'ai remarqué en lisant à voix haute, parce que quand je lis à voix haute, je fais attention à bien prononcer, si je bafouille, à répéter, etc. Je fais attention que mon écran ne disparaisse pas si mon ordi se met en veille, des choses comme ça. Et je peux faire attention aussi au bruit qu'il y a autour de moi, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un a besoin de moi. Mais bref, pour que j'y fasse attention, c'est que vraiment, c'est présent. Donc je sais pas si vous aviez fait gaffe, vous. Alors, comme il y a quand même pas mal de personnages, je pense que j'ai un peu cafouillé des fois dans les voix.
c'est pas grave. Mais souvent, c'est des personnes qui vont discuter ensemble à 2, voire à 3. Donc pour le moment, ça va. Mais s'il y a des discussions où ils sont 7-8 à papoter tous en même temps, là, laissez tomber. Ça va être compliqué. Mais bref, je trouve qu'il a toujours un peu ce type de structure où il commence ses chapitres avec une grosse partie d'explication, voire même de contexte un peu historique ou de contexte où il peut, par exemple, venir critiquer un petit peu ce que sont les Américains et ce que font les Américains aux Indiens, tout en dans l'action, surtout dans l'action, quand les Indiens font des choses pas bien aux Américains, les Américains les perçoivent de façon négative. Ce qui s'entend, parce que grosso modo, que ce soit de l'un ou de l'autre bord, quand vous risquez votre peau à chaque fois que vous croisez un Américain ou un Indien, je pense qu'au bout d'un moment, ça vous gonfle un petit peu. On est sur des espèces d'ennemis un petit peu irréconciliables. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ce qui fait que s'il y a parfois un petit peu de critique négative de l'autre, de l'ennemi, j'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement du racisme. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois pas. Et j'aimerais du coup, mais ça c'est surtout parce que comment dire, je me suis organisée comme une reine ce soir. Il est tôt, il n'est que 11 heures, ce qui est tôt pour moi. Je voulais vous parler un peu de qui était ce monsieur Gustave Aimard. Donc, il est né en 1818 à Paris et il est mort en 1883 à Paris. Il s'appellerait a priori Olivier Glou. Il est né de parents inconnus. Après sa mort, a priori, on a découvert que c'est un enfant illégitime qui a été abandonné. C'est super. Je vous dis juste vite fait dans la biographie, donc Gustave Aimard, c'est le nom qu'il s'est donné. Il s'est donné le prénom de Gustave. Son nom officiel, c'est Olivier Aimard. Donc a priori, c'est le fils d'un général de Napoléon qui s'appelait Sébastiani, qui était général, qui a fait les campagnes de Russie, d'Allemagne et de France, qui était diplomate, qui était ambassadeur de France dans l'Empire ottoman, au Royaume-Uni, député, 2 fois ministre, de la marine, des affaires étrangères, donc quelqu'un qui a quand même une carrière politique importante. C'est aussi le fils d'une femme qui s'appelait Félicité de Faudoas, mariée avec Anne Jean-Marie René Savary, duc de Rovigo. Un homme de confiance de Napoléon aussi. Donc Gustave a été abandonné par ses parents, confié à une famille adoptive, les Glou, dont il a pris sans doute le nom sur les papiers, on va dire, enfin dont on lui a attribué les noms. Mais il s'est enfui à l'âge de 9 ans et s'est engagé comme mousse sur un bateau. Il a débarqué en Patagonie, 9 ans. Il s'est rendu en Amérique du Nord où il mène une vie aventureuse, notamment comme chercheur d'or et trappeur. 9 ans. Il s'enrôle dans la marine en 1835, donc il est né en 1818, donc là il est quasiment adulte, 17 ans si je ne me trompe pas. J'ai calculé, vous avez vu. Il s'enrôle dans la marine en 1835, avant de déserter 4 ans plus tard lors d'une escale au Chili. Il épouse une Comanche, entame des voyages en Europe et dans le Caucase. En 1847, il retourne en France. Est-ce qu'il est rentré en France avec son épouse ? Au niveau de sa bio, si vous voulez, on a comme conjoint Adèle Lucie d'Amoro. Ça me paraît pas être la Comanche. Je vous dis rapido, à travers l'œuvre d'Aimard, l'on trouve ses notes autobiographiques. Un grand nombre de notes traitent de sa vie et de son périple sur le continent américain. À travers toutes les séries qu'il a écrites comme un fil rouge, dans la plupart des cas, par la voix de son alter ego, il témoigne de la recherche de sa famille biologique. Donc là, on a un enfant qui a été repoussé par son père, qui est devenu le chasseur. Donc le chasseur, le cœur loyal. Ça m'intrigue d'ailleurs ce nom-là. On y reviendra après, mais j'aimerais bien savoir en fait pourquoi ce nom-là. Je crois que ça avait été expliqué, mais par rapport aux chasseurs dans les trappeurs de l'Arkansas.
Presque dans tous les livres, l'on trouve le thème de l'enfant abandonné ou adopté. Dans sa série parisienne Les Invisibles de Paris, il fait allusion à la mort de quelqu'un, à la prison de Luxembourg. Il s'agissait du duc, du mari et de l'assassin de sa demi-sœur. Dans Par mer et par terre, le corsaire et le bâtard, il raconte l'histoire du meurtre de sa demi-sœur. Il a vraiment une vie pas facile, le pauvre gars. Je sais pas si je vous lis tout parce qu'il y a... donc il va aller un moment au Mexique, fait partie d'un groupe de mineurs. Il y avait le chef du groupe qui était un Bourbon, mais qui se faisait appeler Boulebon pour raison de sécurité apparemment. Il a fait partie apparemment d'une espèce de révolte au Mexique. Il est revenu en France en 1852. Il décrit cette conquête dans Kurumia. Dans l'épilogue, il commente le contexte de ce livre. Une historiographie contemporaine de 1856 et l'historiographie officielle de 1935, The French in Sonora, donc Sonora c'était une province mexicaine, ne laisse aucun doute qu'Aymar a participé à cette conquête de 1852. Aymar est de retour à Paris, il se marie avec Adèle Lucie d'Amouroux, artiste lyrique, et commence à écrire. Sa spécialité, c'est les récits consacrés à l'Ouest américain. Aussi populaire en son temps qu'Eugène Sue et Paul Féval, il a écrit une soixantaine de romans. Il est l'auteur notamment des Trappeurs de l'Arkansas en 1858 et des Bandits de l'Arizona en 1882. À partir de 1858, les feuilletons parus dans les journaux sont publiés sous forme de livres. La pression que les éditeurs exercent sur lui pour qu'il produise contribue largement à l'une des caractéristiques de son œuvre, l'autoplagiat. Du fait de son manque d'instruction, je trouve qu'on ne le reconnaît pas trop. Il y a un peu tout le temps... Enfin, je trouve qu'on est dans un récit qui est peut-être un petit peu plat, quelque part. C'est beaucoup raconté. Vous voyez, on a une notion, une espèce de technique scénaristique qui existe aujourd'hui, qui s'appelle le show don't tell, qui préconise de plutôt montrer, par exemple, que quelqu'un est ému en disant qu'il pleure et compagnie, au lieu de dire Lucie était triste, de dire Lucie se regarda dans le miroir et éclata en sanglots, au lieu de dire que Lucie était triste et son cœur se serrait, ou je sais pas quoi. J'ai peut-être pas un exemple très pertinent. Hein. Donc l'autoplagiat. Du fait de son manque d'instruction, il semble avoir eu des difficultés à jongler avec les différents rôles qu'il s'assigne, romancier, historien, anthropologue. Voici un exemple de ce qu'il écrit quand il change de rôle. À plusieurs reprises, Aymar interrompt le récit des aventures du héros pour défendre les Indiens, affirmant que, malgré ce que d'autres ont pu écrire à leur sujet, ils ne sont pas barbares. Puis il reprend son récit en continuant à décrire ces mêmes Indiens comme des diables rouges. C'est pas faux. Apparemment, c'est quand même quelqu'un qui a eu un succès à son époque. Alors moi, je connaissais pas du tout ce gars-là, honnêtement. Il est allé après, assez proche de la fin de sa vie, en 1879, à Rio, et il a été vachement bien accueilli parce que les journaux annoncent l'arrivée du célèbre Français. Bon, apparemment, il a pas très bien fini, il a peut-être chopé un truc. Il souffrait sur la fin de sa vie d'érysipèle. Alors si vous avez ça, médecin, ça peut être dangereux. Et d'eczéma, mais aussi de folie des grandeurs. La biographie là que je vous ai lue en partie de Gustave Aymar, je suis assez partagée dessus parce que d'un côté on a quelqu'un qui est très aventureux et compagnie. Et d'un autre côté, je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe dans cette... La biographie, par contre, la bibliographie sur la fiche de Gustave Aymar, la fiche wiki, elle est quand même assez conséquente. Mais c'est beaucoup d'ouvrages qui sont anciens et qui vont être un peu chiants à choper si ça vous intéresse. Mais bref, je trouve que sa biographie, ça dit des choses sur lui sans en dire vraiment. Et c'est vraiment quelqu'un qui a énormément écrit. Mais je vous jure, là, il parle de 60 livres. Oh, bah, j'ai l'impression qu'on est à beaucoup plus que 60 livres. Hein. Après, il y a peut-être des rééditions. Mais bon, on va revenir au bouquin.
On revient au bouquin. Donc, on avait fini le vlog lecture de la semaine dernière avec justement le cœur loyal et Belle Humeur qui essayaient d'aller rechoper leur trappe, enfin leur piège aux Indiens qui les avaient volés. Les Indiens qui ont démarré le feu. Et on a aussi, du coup, non, on savait pas que les Indiens avaient mis le feu. On savait juste qu'il y avait d'autres colons plutôt mexicains qui étaient entourés de flammes. Donc là, on sait que ce sont les Indiens qui ont allumé le feu et que visiblement c'est une stratégie de leur part pour emprisonner ou tuer plus facilement leurs ennemis. Là, on ne sait pas plus que ça s'ils ont essayé de nuire en fait aux Mexicains ou si ce sont en quelque sorte des dommages collatéraux. On a lu Les Comanches, Le Sauveur, donc là, le chasseur, enfin Belle Humeur et surtout le Cœur Loyal ont sauvé la peau du général, de sa nièce et probablement d'une partie, enfin du capitaine et d'une partie de ces gens-là. Alors on sent en gros comme une maison que Donia Luz, elle est tombée amoureuse parce qu'on lui a sauvé la peau. Mais on a aussi le chapitre 7, là, donc l'attaque de la petite... de la petite ville avec le fortin et compagnie au bord de la rivière. C'est la même rivière canadienne dont on parle depuis le début, qui était présente. Et c'est le même bonhomme, à savoir l'ennemi tête d'aigle, qui attaque ce fortin, qui bute tout le monde. Mais je me demande du coup, l'histoire du... Est-ce que c'est le général et sa nièce? Je suis pas sûre. C'est quelqu'un d'âgé enfin, qui parle espagnol. Est-ce que c'est, comme ils sont âgés, est-ce que c'est les parents de Cœur Loyal? Je suis assez partagée. Je sais pas. Bon, on reste sur quelque chose qui est un petit peu sanglant parce que le métis qui a autorisé entre guillemets cette attaque, enfin qui a trahi les blancs, il se fait quand même scalper gentiment. Après quelque part, je pense que c'est des choses qui se faisaient. Et je pense que quand il y a des espèces de guerres ou de guérillas qui durent des plombes et des plombes et des plombes entre deux groupes humains pendant très longtemps, au bout d'un moment, la sauvagerie, la barbarie, elle est un peu de tous les côtés. Je vous raconterai des trucs sur le Japon si vous voulez. Des trophées de guerre notamment. Et c'est pas les Japonais qui en ont fait. Voilà. C'était les Américains. Je dirais pas plus. Donc ça, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Mais la barbarie, elle est partout. Parce que ils sont dans une posture là où il y a la guerre qui fait que faut être plus sauvage, faut être plus brutal que l'autre. Et que il y a la haine aussi. Enfin, j'excuse pas, j'explique le truc. Après, sinon, j'ai pas tant que ça de trucs à dire en fait, parce que ma foi, ça avance. Enfin, ça avance gentiment, mais je suis pas sûre de comprendre encore qui c'est qui, quels sont ces nouveaux personnages, qu'est-ce qui va se passer. Donc moi, j'ai bien compris que là, la tête d'aigle est partie avec le vieux Mexicain et 4 femmes, dont sans doute la femme de ce vieux Mexicain, qui il a laissé la vie sauve au vieux Mexicain qui lui avait sauvé la vie a priori avant. Donc je sais pas. Et le truc que je trouve intéressant aussi, c'est que quand ils ont dit que la tête d'aigle était un osage, je crois, O-S-A-G-E, donc c'est une tribu, et qui a été adoptée entre guillemets par les Comanches, mais qui garde l'apparence et les coutumes de son peuple Osage. Je sais pas si ça se dit Osage ou Osage, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui se faisait pas mal. Ça, j'ai déjà lu des bouquins plus anciens, enfin plus anciens, il y a longtemps,
Ça se passait peut-être pas dans toutes les tribus, mais dans certaines tribus indiennes, si par exemple, je dis n'importe quoi, des blancs tuaient un garçon, un, enfin un homme qui... Les parents pouvaient récupérer un prisonnier blanc et l'adopter presque, je mets des grosses guillemets, presque comme leur fils, presque comme un fils de remplacement. C'est quelque chose qui est présent notamment dans la série The Son, qui est une très bonne série, très brutale. Et The Son, c'était une série de livres, il me semble, je vais vous dire de qui c'est. J'ai Cormac McCarthy qui m'empêche de le dire. The Son, livre. Ouais, alors The Son, c'est de Philippe Meyer. C'est une petite pavasse de 600 pages a priori. La série télé est bien, mais c'est méga brutal. Hein. Je vous préviens si vous avez envie de le voir. Mais donc ouais, bah on a... C'est pas vraiment une guerre, mais on est sur la colonisation dans toute sa splendeur, où en gros, il y en a qui arrivent, qui disent, tiens, bah en fait, vous voyez, cette terre-là, on va la prendre, et on va s'installer, et on va cultiver, et tout ça, et vous allez vivre comme nous, ou on vous bute. J'adore. Je trouve après que ce sont des histoires qui sont toujours brutales, mais qui sont intéressantes. J'aimerais bien notamment m'intéresser je sais pas si c'est le terme... mais la colonisation de la Chine, de la Corée par le Japon. Juste lire des choses à ce sujet-là. Parce qu'il y avait les guerres sino-japonaises avant la Seconde Guerre mondiale. Pour ça, enfin, voilà, j'avais envie de jeter un œil là-dessus. Ainsi que aux Hollandais, parce qu'on parle beaucoup des Français, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, mais les Hollandais, ils ont conquis des territoires aussi au temps de la colonisation. Mais je trouve que c'est des questions qui sont toujours intéressantes. Questions sur un plan historique, social, etc. Donc voilà, alors qu'est-ce qui pourrait arriver après, dans la suite du bouquin? Donc, mes petites prédictions pour la suite. Je pense qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, donc c'est une expression. Euh, donc je pense que la tête d'aigle et le chasseur, donc pas belle humeur mais le cœur loyal, ils vont se retrouver et ça va pas bien finir. J'ai trouvé intéressant que le cœur loyal, quand il pensait qu'il allait mourir, brûlé, et qu'ils sont quand même allés filer un coup de main bah, c'était des Mexicains, je pense, qui étaient dans les charrettes et tout ça, là. Il a dit avant d'y aller, je veux revoir ma mère. Donc, est-ce que sa mère et son père ne seraient pas ces gens qui ont été épargnés par la tête d'aigle? Et pourquoi est-ce que la tête d'aigle les connaît? Enfin, connaît le vieux, quoi. Et il me semble bien que... Alors c'est bizarre parce que j'avais l'impression que, au niveau des descriptions physiques, le cœur loyal ressemblait un peu au général dans la prairie, donc, qui a sa nièce avec lui, Donia Luz, et que le cœur loyal, j'ai l'impression aussi qu'il ressemble un peu au vieil homme du fort, du petit village où il y avait un fortin. Le côté, bah déjà, ils parlent tous espagnol, ils seraient a priori tous d'origine mexicaine. Et il y avait un côté grand, costaud, sec, impressionnant, enfin, et visage anguleux. Après, bon, peut-être que j'ai rêvé, mais j'ai l'impression que, au niveau des enjeux, que cet homme-là va retrouver sa mère, et peut-être que son père va pouvoir lui pardonner, et peut-être qu'il va pouvoir s'expliquer aussi sur ce qu'il avait fait. Parce que le cœur loyal, si j'ai bien capté, c'est... Le cœur loyal, si j'ai bien capté, c'est bien le Raphaël, je crois, le fils de l'aristocrate mexicain d'origine castillane, d'Espagne, qui,
qui avait peut-être perdu aux cartes, qui avait foutu le feu à une maison et qui avait tué un vaquero qui voulait le récupérer pour le filer à la justice. Donc je pense que ces gens-là vont se retrouver, surtout si ce sont des thématiques qui sont récurrentes chez Gustave Aimard. Peut-être que c'est... Bon, là, on va faire de la psychologie de comptoir, mais si c'est un manque que lui, il avait, de ne pas connaître ses parents, et qu'il aurait toujours voulu le faire, ce qui s'entend complètement, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir une vie bien... Enfin, il a une vie très aventureuse, mais est-ce qu'elle a été heureuse? C'est une autre question. Je suis pas sûre. Parce qu'il part vraiment pas gagnant dans la vie, hein, ce monsieur. Et oui, puis quelque part, moi je comprends complètement qu'il écrive des romans où ces thématiques-là traversent ses romans. C'est logique, c'est logique. Parce que quand on a un tel bagage, on peut avoir envie de raconter des histoires où ça se passe autrement et où ça se passe mieux. Ce qui s'entend. J'aimerais bien lire une bio de ce monsieur. Il m'intéresse en fait, il m'intrigue. Donc voilà, donc je pense que ça va se retrouver. Je pense que Cœur Loyal, il a peut-être trouvé la future femme de sa vie, à savoir Donia Luz, parce que bon, c'est pas hyper subtil non plus. Mais je pense que Donia Luz, elle est amoureuse, ça y est, mais je pense que le Cœur Loyal, il n'a pas du tout calculé la petite nénette. J'ai l'impression. Et puis je crois que le Cœur Loyal, il doit avoir 35 ans par là. Donia Luz, je crois qu'elle a 16 ans. Et sa servante, elle en a 15. Ça se faisait dans ce temps-là. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Belle humeur, je sais pas. Belle humeur, ça a l'air d'être quelqu'un de choupi, qui est moins taiseux que le Cœur Loyal. Donc peut-être qu'il aurait droit à sa petite cargaison de bonheur aussi. Ça va plaire aux gens qui n'aiment pas la romance, ce que je dis. Mais ouais, et puis je pense que Cœur Loyal et la tête d'aigle, donc le chef Comanche, d'origine Osage, ça va pas bien finir. Donc, je sais pas si... Est-ce qu'on finit sur des romans d'aventure qui finissent bien, tout le monde est heureux et les méchants ils sont morts? Ou est-ce que ce sont des romans d'aventure où ça finit en catastrophe? On sait pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore, le truc qui est assez cool, c'est que c'est pas si graphique que ça. J'ai trouvé la critique de la fiche Wikipédia sur le style et le côté illettré de Gustave Aimard un petit peu méchante, honnêtement. Parce que, bon, après, comme je vous dis, moi, souvent, les livres audio que j'ai, non, les livres numériques que j'ai, ils viennent souvent d'une bibliothèque électronique du Québec. Bibbook. Voilà, vache. Ça vient de Bibbook souvent. Et alors, c'est pas du tout pour leur jeter la pierre parce qu'ils offrent tout un paquet de livres qui sont gratuits et qu'ils numérisent gratuitement. Donc je sais pas comment ils le font, je sais pas comment ça marche. Mais du coup, c'est un sacré boulot. Donc ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre, mais parfois au niveau de la mise en page, il y a des trucs qui sont, par exemple des parties italiques qui sont collées à des mots qui ne sont pas en italique, ce qui fait qu'on on sait pas trop où commencent et où finissent les mots, donc faut un petit peu plisser les yeux. C'est des petites choses comme ça, ou peut-être des fois aussi un retour à la ligne qui manque, et enfin, entre plusieurs scènes. C'est vraiment pas des trucs qui sont méchants, mais ça peut un peu contribuer à un espèce de flou sur comment l'histoire elle est construite, ce qui n'est pas gravissime non plus, on est d'accord. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce bouquin. Pour le moment, moi, ça me plaît bien, ma foi. Et à mercredi, je suis un peu perdue dans mes vidéos. Mercredi, ce sera sans doute une vidéo sur un livre classique, une grande nouvelle de Dostoïevski et deux policiers slash thrillers qui sont récents.
Il y en a un des années 80, il me semble, et un qui est beaucoup plus récent, qui a une dizaine d'années, que j'ai apprécié. J'ai apprécié les deux, c'était cool. Et du coup, au samedi suivant pour la suite des Fables et légendes japonaises par Claudius Ferrand. Le dimanche prochain, la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Et mercredi d'après, si vous avez suivi, mercredi d'après, je vais être sur la lecture de un petit compte-rendu sur la lecture de 3 services de presse que des auteurs auto-édités m'ont offert. À savoir une romance contemporaine qui se passe au Japon, ça s'appelle Fujilove et c'est de Sarah Fay. Une fantaisie où des sorcières sont pourchassées dans le royaume où elles vivent, c'est de Laetitia Claver. Et une romance avec des cannibales dedans et des gens qui veulent manger des gens, de Lazare Rochemont. Je vous souhaite un très bon dimanche, à tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!